Bonjour à tous et bienvenue. Samedi soir, Flamengo et River Plate s'affronteront en finale de Copa Libertadores. Une finale un peu spéciale puisque ce sera la première de l'histoire à être disputée en manche sèche. Et oui, jusqu'à là il fallait une confrontation aller-retour et je pense que beaucoup se souviennent de l'édition précédente entre Boca et River, les incidents justement ayant émaillé ces matchs et la délocalisation de la finale en Europe à Madrid. Alors on va parler de diverses choses aujourd'hui et il faut comprendre que la Copa Libertadores, donc l'équivalent de la Ligue des Champions pour la zone sud-américaine, ça n'a pas toujours été ce monument de passion, de ferveur. Et non. On va remonter à sa création, donc en 1960 sous le nom de Copa Campeones de América, et à l'époque c'était bien différent. Alors déjà, il faut bien comprendre que dès les années 1910, l'Argentine et l'Uruguay avaient tenté de faire des compétitions entre les champions, on appelait ça la Copa Aldao, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ensuite, il y a également eu des tournois occupant justement les trois puissances sud-américaines, donc les trois puissances atlantiques, on va dire, footballistiques, Brésil, Argentine et Uruguay. Et après, en 1929, tu as des Uruguayens qui ont l'idée d'exporter cela sur un tournoi continental. Ça n'a pas pu être possible, faute de moyens notamment et logistique. À l'époque, aller d'un pays à l'autre était très compliqué et coûteux également. Et il y a une logique très économique dans le football sud-américain depuis sa naissance, j'ai envie de dire. Si l'Angleterre a été le premier pays au monde à justement professionnaliser l'activité footballistique, le continent qui a vraiment développé tout le business possible et inimaginable avec également ses dérives, c'est le continent sud-américain, principalement autour du Rio de la Plata et également au Brésil. Et bref, dans les années 40, on est même en 49 je crois, tu as des Chiliens justement qui sont derrière l'idée et qui vont créer un tournoi opposant un petit peu tous les champions sud-américains. Mais pareil, ça va pas trop prendre. Et finalement, il faudra attendre 1960 pour la première édition. Et c'est une édition qui ne plaisait pas forcément à tout le monde. C'est-à-dire que les grandes puissances, donc Uruguay, Argentine, Brésil, de l'Atlantique, elles s'en foutaient un petit peu quelque part. Parce que pour eux, c'était plus important leur ligue domestique qui leur permettait de récupérer plus d'argent et également les tournées à l'étranger. Ça, qu'est-ce que ça allait réellement leur apporter? Du prestige en plus? Ils ne voyaient pas spécialement de prestige non plus à ça. Le prestige était beaucoup plus important de gagner son propre championnat. Mais par contre, pour les nations, on va dire, du Pacifique, que ce soit la Bolivie, le Pérou, ou le Chili ou le Venezuela, il y avait un intérêt beaucoup plus grand, notamment financier, parce que si tu attires des clubs comme le Nacional, comme San Lorenzo, comme Santos ou que sais-je, tu es sûr de remplir ton stade et donc d'avoir de grands revenus. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, puisqu'en fait, le premier vainqueur de la Libertadores, c'est Peñarol, avec son exceptionnel buteur Spencer, peut-être le plus grand joueur équatorien de tous les temps. Donc il jouait en demi-finale face au champion de Bolivie, Wilstermann, je dois mal le prononcer. Donc ils ont gagné 7-1 à Montevideo. Match retour à La Paz, et à l'aéroport de La Paz, tu avais tous les joueurs boliviens qui les attendaient avec leurs femmes et enfants pour faire des photos. Ça, c'était pour montrer aussi la popularité incroyable qui dépassait les frontières des géants sud-américains, des géants du Rio de la Plata, mais également des géants brésiliens. Alors d'ailleurs on peut voir que dans les influences de l'époque, le Centenario de Montevideo n'était pas complètement plein. Et d'ailleurs El Gráfico, revue évidemment de référence sur le football sud-américain, surtout à l'époque, ça a presque façonné le football sur le continent, expliquait que le titre de Peñarol n'a pas été spécialement apprécié peut-être à sa juste valeur et tout. Alors rapidement par contre Peñarol va dire que c'est très bien, qu'ils ont été pionniers dans cette compétition. Évidemment quand tu as des honneurs ça aide, et surtout le plus grand honneur en fait ça a été de gagner cette compétition pour pouvoir affronter son homologue en Europe et faire donc l'Intercontinental Cup, je crois qu'on appelait ça comme ça, qui là pour le coup était vraiment prestigieuse entre le champion de la Ligue des Champions et de la Copa Libertadores. D'ailleurs au début ils ont perdu face au Real Madrid avant de s'imposer lors de l'édition suivante face au Benfica, de récupérer l'entraîneur hongrois du Benfica Gutmann, enfin bref, plein de choses à dire. Et donc vous allez voir qu'après des débuts un peu compliqués et assez anonymes, même si pour les pays de la zone côté Pacifique c'était très important, et ça va rapidement se populariser et créer de véritables rivalités avec également l'arrivée des deuxièmes, etc. pour avoir un tournoi et un format un peu plus grand qui permet d'être plus rémunérateur et d'intéresser plus de personnes. Et on va faire un petit saut dans le temps en 1968, parce que c'est une de mes anecdotes absolument préférées, alors que toi tu arrêtes pas de faire des conneries donc tu vas te mettre sur mes genoux, ce sera plus simple. En 1968, donc vous avez une demi-finale qui oppose le Nacional à Estudiantes de La Plata. Donc on est à Montevideo, et à l'époque l'Uruguay des années 60-70, enfin surtout fin des années 60, début des années 70, c'est très compliqué. D'ailleurs c'est le prélude à la dictature, c'est également une inflation terrible, enfin c'est assez compliqué vraiment. Et vous avez un groupe, on va dire paramilitaire comme vous voulez, d'inspiration d'extrême gauche, qui s'appelle les Tupamaros, où d'ailleurs l'ancien président uruguayen Pepe Mujica a combattu avant d'ensuite d'être emprisonné, etc. Et bref, ils cherchaient à faire une opération un peu d'envergure, et ils ont choisi la demi-finale de Libertadores. En fait, alors c'est très intéressant, je peux vous mettre un lien. L'histoire elle est fascinante, vraiment, elle est disponible dans certains livres. Je l'ai lu d'abord ici, dans ce livre qui s'appelle Golasso, qui est une bible absolue du football sud-américain.
Et en fait, ils se sont dit qu'ils allaient récupérer Radio Sardaigne, qui était la radio la plus importante, la plus écoutée, notamment à l'intérieur. Hein, je rappelle qu'en Uruguay, tu as la grande différence, c'est un pays très centralisé, tout tourne autour de Montevideo. Et donc après, forcément, les voies de communication sont un peu compliquées. Donc eux, ils voulaient aussi que ça dépasse Montevideo. Et la radio la plus écoutée à l'époque, à l'intérieur, c'est celle-là, avec le légendaire Carlos Solé, qui est l'un des plus grands commentateurs et des plus grandes voix du football sud-américain, et notamment uruguayen. Bref. Donc en fait, ils sont dépatouillés, parce qu'ils avaient un hymne, et également ils ont enregistré un message de quelques minutes sur bande et tout, et ils ont réussi à prendre le contrôle de la radio, etc. C'est une opération incroyable avec un Ford qui attendait, ils ont tout préparé. Bon, finalement, ils ont réussi même au-delà de leurs espérances, et donc ils ont choisi ce théâtre-là, puisque tous les Uruguayens quasiment écoutaient ce match en Argentine et tout. Donc rapidement, c'est devenu très très populaire, et comme on peut le voir aujourd'hui sur les images, les dizaines et dizaines et dizaines de milliers de Brésiliens escortant Flamengo jusqu'à l'avion à Lima. Et oui, parce que cette édition, elle devait se dérouler à la base au Chili, mais vu le mouvement social, la crise sociale même, qui traverse le Chili depuis des semaines et des semaines, et ben la Conmebol a décidé de délocaliser cette finale, à croire que les finales de Libertadores ont tendance à être très délocalisées, donc ça se jouera au Pérou, à Lima. Et comme vous l'avez vu, Flamengo a été, mais c'est incroyable. En même temps, cette année de Flamengo, elle n'est pas possible. Parce que ce week-end, imaginez bien, il pourrait à la fois remporter la Libertadores, également le championnat brésilien, puisque selon les résultats de ses adversaires, c'est possible. Sachant que voilà, normalement, les rouges et noirs seront les lauréats cette année. Alors, je ne vais pas vous faire un comparatif, à vous expliquer exactement comment l'équipe de Jorge Jesus joue, etc. Parce qu'à part quelques matchs de Libertadores, je ne regarde pas le championnat brésilien. Par contre, j'ai pas mal d'amis là-bas, et on va pouvoir parler de certaines choses, et notamment la composition de l'effectif, et du peu de matchs que j'ai vu. Donc, alors, encore une fois, je peux me tromper. Mais c'est la force offensive qui impressionne dans cette équipe-là. Alors là, pour le coup, parce que bon, quand l'Uruguay joue, je regarde quand même tout le temps. Derasa Gata, donc le nom, je dois le prononcer de manière terrible, milieu offensif très technique, uruguayen. Alors lui, ils l'ont récupéré de Cruzeiro. C'est le transfert le plus cher de l'histoire du football brésilien. Imaginez, à l'époque, c'était Carlos Tevez qui était passé de Boca Juniors à Corinthians avec de l'argent pas très net pour 14 millions. Et ben là, ça a coûté 15 millions. Mais quel joueur! Mais quel joueur! Et surtout, c'est un créateur pour Gabigol, prêté par l'Inter. Et oui, je pense que là, j'ai pas besoin de vous le présenter, qui est un peu, on va dire, l'attraction numéro 1 du club de Flamengo, qui marque d'ailleurs but sur but, avec son compère d'attaque Bruno Henrique, pareil, international brésilien désormais. Et d'ailleurs, on va faire tout de suite un point, cette attaque de feu, très créative, etc. C'est un peu la marque cette année des Rouges et Noirs. Mais pas que ça. Et ça, on va faire le parallèle avec River et plein d'autres clubs sud-américains. C'est vrai que la plupart des joueurs sud-américains ont tendance à revenir au pays à la fin après une carrière en Europe pour terminer quelques années. Ou tu as un autre type de profil, c'est les mecs qui n'ont pas réussi en Europe pour X raisons. Souvent c'est adaptation parce que le talent ils l'ont. Alors, pour X, voilà, X choses, c'est vraiment le cas de Gabigol, et ben il y en a plein qui peuplent ces équipes-là. Et là c'est vraiment le cas. Et d'ailleurs dans les anciennes gloires qui sont revenues, vous avez Rafinha et Filipe Luis, quand même des carrières en Europe qui parlent pour elles, je pense, surtout Filipe Luis, qui je pense était l'arrière-gauche le plus régulier, ou l'un des plus réguliers en Europe depuis des années. Donc vous avez eux, vous avez également Diego, rappelez-vous, meneur de jeu excellent au Werder. Bon, il est depuis quelques années à Flamengo, comme avant, maintenant il est retraité, le défenseur Juan, je pense que certains vont se souvenir, qui a joué jusqu'à 39 ou 40 ans, qui était international brésilien, mais à l'époque, hein. Moi, Juan, ça me rappelle Lucio, donc ça nous rajeunit pas. Bon là, il a pris la retraite. En tout cas, Flamengo, c'est un monument, c'est un géant parmi les géants. Et pour tous ceux qui s'intéressent à ça, écoutez, il y a plein d'autres livres autour du football brésilien, mais pour ceux qui comprennent l'anglais, celui-là est excellent. Golazo, donc c'est une histoire du football sud-américain. Il y a plein de choses dedans. Club omnisport, si populaire, qui joue au Maracanã, bref. Et le derby, le Flamengo Fluminense. Bon, il y aurait tellement à dire, mais on va retourner à River, parce qu'autrement on va parler des heures et des heures. Et qui dit River, dit forcément Marcelo Gallardo, dit le Muñeco, arrivé il y a 5 ans et demi maintenant, et regardez son palmarès. Alors, outre les 2 coupes d'Argentine, hein, mais tu as la Sudamericana, qui est donc, on va dire, l'équivalent de l'Europa League, directement depuis son arrivée. Donc il arrive, en 2014, bim, il rafle ça. L'année d'après, Libertadores. Et en 2018, la deuxième. Peut-être donc un doublé, peut-être une troisième, c'est exceptionnel. Alors certes, ils n'ont pas gagné le titre encore en Argentine. Bon là, ils sont dans la course cette année, ils sont pas trop mal. Mais Gallardo, c'est plus qu'un travail en équipe première d'ailleurs. C'est plus même que avoir permis à beaucoup de jeunes de progresser et finalement de se retrouver quelque part. C'est une philosophie qui dépasse l'équipe première, qui est également insérée chez les jeunes et tout. Et puis alors, en match à élimination directe, c'est quand même quelque chose. Après d'ailleurs, avoir remporté la demi-finale face à Boca, ils ont eu un petit peu peur à la fin, puisque le Vénézuélien Hurtado avait marqué à la Bombonera, donc les quelques dernières minutes, ça a été un peu compliqué. Mais globalement, l'équipe de River, elle est solide. Elle est solide parce qu'elle se base sur des cadres vraiment importants. Tu as le gardien colombien Armani, tu as Enzo Pérez au milieu de terrain,
on va dire, c'est des cadres. Parce qu'à River, comme je le disais, vous avez beaucoup de mecs qui sont dans leur trentaine. Ça, c'est d'ailleurs une constante des équipes sud-américaines d'ailleurs qui vont assez loin, c'est que tu as un mélange de jeunes du club avec des mecs plus expérimentés. Voilà, t'as Pignola, je cherchais son nom, t'as Pignola, le défenseur, aussi qui est un mec assez important. Et dans le même temps, Gallardo était très fort puisqu'il a réussi à récupérer des joueurs comme Juanfer Quintero, héros de la dernière édition. Vous avez vu ce qu'il en a fait. Malheureusement, le Colombien de génie s'est gravement blessé. Il est revenu depuis quelques semaines. Qu'à un cas, il sera sans doute, pourquoi pas en joker, pourquoi pas pour illuminer d'un coup de patte magique, parce que Quintero, il a quand même du feu dans les jambes. Vous avez un mec comme Nicolas de la Cruz, un Uruguayen, et pareil, il poursuit sa progression. Vous avez l'attaquant colombien Borré, que j'aime beaucoup, qui pareil en Europe, ça n'a pas été forcément ça. Et là, il retrouve des couleurs, sachant que River n'a pas le 9 qui va te mettre 35 buts, tu vois, à la Gabigol. C'est un peu différent. Tu as également Mathias Suarez, qui a joué pendant des années et des années en Anderlecht, qui a à peu près la trentaine, qui est revenu donc au pays. Et en fait, vous avez ce mix là-dedans, et surtout, Gallardo, il a réussi petit à petit à incorporer des jeunes. Alors, je pense qu'on va penser au milieu de terrain Palacios, mais vous avez également le défenseur Montiel, et vous avez plusieurs joueurs comme ça, venus des jeunes de la Cantera, tac, 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 et ça monte. Ce qui donne un effectif sacrément homogène. Alors évidemment, ce match, on va pas aller plus loin, parce que bon, pareil, je regarde les matchs de Libertadores souvent, quelques matchs championnat argentin, mais je suis pas assez spécialiste pour faire une analyse complète de comment joue Gallardo, etc. Mais quand même, son parcours, il parle pour lui-même, et cette finale-là, au lieu de faire des analyses de machin, la seule chose c'est qu'il faut la regarder et il faut savourer cette passion qu'il va avoir parce que c'est délirant. Les gens essayent de s'y rendre par tous les moyens, que ce soit par avion, par bus, en partageant des voitures, des taxis ou que sais-je, en passant n'importe quelle frontière, notamment le Chili. Mais le problème c'est qu'au Chili c'est compliqué. Alors là actuellement on peut voir qu'il y a notamment des fans de Flamengo, c'est dur. Certains ont été d'ailleurs arrêtés également par la police péruvienne puisque la Conmebol a donné aux autorités péruviennes une liste de 1500 barra brava de Flamengo qui sont interdits en théorie, qui ne peuvent pas venir. Un dispositif de sécurité donc spécial est mis là-bas et d'ailleurs ça émaille l'histoire de la Libertadores où il y a toujours eu malheureusement cette passion qui parfois aussi peut se transformer en violence. Mais cette fois, on va pas espérer ça et espérer profiter du spectacle, tout simplement. Dans le même temps, rendez-vous compte, petite parenthèse, le dimanche, vous avez également une autre finale continentale, cette fois-ci en Asie, entre les Saoudiens de Al Hilal et les Japonais de Urawa Red Diamonds. Je regarde parce que souvent les clubs japonais, j'oublie les noms. Alors Al Hilal, c'est évidemment le club de Buffet Gomis, qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions asiatiques cette année, mais également de l'exceptionnel péruvien Carrillo, qui a d'ailleurs marqué à l'aller une victoire 1-0 en Arabie Saoudite. Donc maintenant, retour au Japon, on va voir. Et alors, petit fait curieux, mais le Colombien Cuellar, qui était justement à Flamengo, il a été transféré au cours de la saison à Al Hilal. Et donc imaginez, son ancien club, puisqu'il a commencé avec eux, est en finale justement de Libertadores, et lui va disputer la finale de la Ligue des Champions asiatiques dans quelques jours. C'est pas beau ça comme histoire. Allez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, et puis écoutez, bonne chance à tout le monde.